permettre de commencer par une citation. Elle est courte. Par ouvrier citoyen, je n'entends pas seulement ceux qui travaillent avec leurs muscles, mais tous ceux qui, travailleurs des mains, travailleurs du cerveau, produisent des richesses, ouvriers, ingénieurs, chimistes, savants, artistes, poètes, tous les créateurs de beauté, de richesse, de joie. Ça, c'est Jean Jaurès, en 1910, à Limoges. Ce qui est remarquable dans cette citation, c'est que donc Jaurès, c'est le député des ouvriers du Carbon, c'est un grand homme de culture, donc il a cru utile à un moment donné, on pouvait penser qu'il ne parlait que des ouvriers, de dire il n'y a pas que les ouvriers qui m'intéressent, il y a aussi tous ceux qui, les mains, le cerveau, produisent de la beauté, de la joie. Bon, permettez-moi de dédier cette citation de Jaurès au Théâtre Toursky, à son directeur, à son équipe et à tous ceux qui sont attachés à ce théâtre. Voilà. Bon, c'est pas une parenthèse. Merci. Voilà. Alors, ce matin, de nouvelles insurrections, point d'interrogation. Le plus important, c'est le point d'interrogation. Parce que l'idée que nous nous sommes posée, à plusieurs, dans nos réunions, c'est l'acte 2, 10 ans après l'appel pour une insurrection des consciences, ça s'appelait comme ça, des consciences. Hein. C'est pas une insurrection dans la rue, c'était à l'époque pour une insurrection des consciences. Qu'est-ce que peut être l'acte 2? Alors, d'où le fait que l'acte 2, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Y a-t-il de nouvelles insurrections? Alors, franchement, ces dernières années, et encore récemment, je ne parle pas qu'aux gilets jaunes, bon, je pense aussi aux urgences, des hôpitaux, il y a bien une insurrection dans l'air. Je ne sais pas si c'est une action de la conscience, mais ça démange la société de ne plus se laisser dicter la loi, de ne plus se laisser faire, de ne plus se contenter d'appliquer des procédures, comme il a été dit très souvent, encore hier. Encore hier. Bon. Et je pense que ce que j'ai entendu, moi, depuis quelques années, j'ai rallié l'appel des appels il y a 5-6 ans, pas plus. Bon. Et ce que j'ai entendu, des psychanalystes, des magistrats, des médecins, des éducateurs de la FNAREN, etc., etc. C'était quoi? C'était surtout, à un moment donné, au nom de la finalité du métier, de ce qu'on appelle le cœur de métier, la raison d'être du métier, et la raison d'être pour laquelle les gens s'engagent dans un travail, en principe quand même, bon, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver au métier une motivation qui fait que les gens s'engagent. Et deuxièmement, progressent, évoluent, cherchent à comprendre, cherchent à savoir. Et ce langage-là, ce que j'ai entendu, comme ça au fil des années, je me suis toujours dit, mais c'est un langage citoyen, ça. Il n'y a pas que les psychanalystes, les médecins, les professeurs, les magistrats qui peuvent se poser ce problème en ces termes. C'est, je pense, toute la société peut se poser ce problème en ces termes. Pas seulement parce qu'ils ont fait des années, ils ont des années de réflexion derrière, mais dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui se posent le problème, en quelque sorte, qu'est-ce que je fais de ma vie, hein? Qu'est-ce que je fais comme travail, à quoi ça mène? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux autres? Et ça, je pense, c'est une chose très importante, parce que dans la dernière période, ce que j'ai cru comprendre quand même, dans la bataille des urgences, c'est pas seulement moi, urgentiste, je n'ai plus envie de travailler comme oblige à travailler, c'est, je pense, aussi aux patients que j'ai entre les mains ou sur des brancards. Bon. Et donc, on voit bien que là, il y a... Donc, je pense que cette question de l'insurrection des consciences, parfois je dis, l'urgence, elle n'est pas seulement de la personne, elle est aussi sociale. C'est-à-dire, le métier, il y a d'une part celui qui l'exerce, et d'autre part celui à qui celui qui l'exerce a affaire. C'est-à-dire ce qu'on appelle le public, d'un mot un peu comme ça, pratique et pas très clair et tout, mais donc les patients, les élèves, les justiciables, etc. Voilà, c'était ça l'idée. Alors, pour ce matin, donc, je vous ai dit, c'est un point d'interrogation. Y a-t-il de nouvelles insurrections? Bon, on ne peut pas se permettre de l'affirmer, mais en revanche, on peut demander à des gens qui peuvent se poser cette question d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse à la question. Après, on verra s'il y a une réponse qui se structure. Voilà. Donc, alors, comme on dit, vous savez, à la télévision, dans les grands galas, là, j'appelle Almas Saïdi, qui est aide-soignant. J'appelle Kevin Vacher, je crois qu'il est par là. Alors, Kevin Vacher, oui, il est là, voilà, merci. Kevin Vacher, lui, c'est un peu particulier, il participe
au comité, je crois, qui s'appelle 5 novembre Noailles. Voilà. C'est l'histoire de la rue d'Aubagne. Parce que même si ce n'est pas strictement professionnel, la question de la rue d'Aubagne, c'est quand même une sacrée question. D'entrée, on s'est dit, il faut que la rue d'Aubagne soit traitée dans cette rencontre. Ensuite, alors, j'appelle Philippe Foulquier. Philippe Foulquier, donc c'est l'ancien directeur de la friche de la Belle de Mai. Et j'appelle alors le quatrième, et j'ai un trou, c'est comme ça, c'est l'âge. Alors, j'ai un trou. Qui se mouille, qu'elle se mouille. Voilà, pardon Mariam. Mariam Ferrara, qui est professeure dans un lab des quartiers nord de Marseille. Bon, j'ai un petit peu parlé avec elle, et je ne suis pas le seul à avoir parlé avec elle, et là, en matière de se poser des questions sur son métier, sur son environnement, c'est les quartiers nord, je pense qu'on a de quoi quand même échanger avec elle. Voilà, alors moi je vous ai dit un petit peu comment je voyais, comment cette question se posait. Et maintenant, écoutez, je vais quand même donner la parole, en votre nom, aux gens que nous avons invités. Alors, on leur a dit, parce que vous savez que la démocratie, ça commence par la dictature, bon, eh bien, ce sera 10 minutes. C'est très difficile pour des gens qui ont beaucoup de choses à dire, de dire, ils vont comme ça, à centrer sur 10 minutes, concentrer en 10 minutes. Et alors, je pense que ce qu'on peut faire, on va commencer par Almas Saïdi, bon, qui est aide-soignante, je vous l'ai dit. Almas. Là, cette question, y a-t-il de l'insurrection? Je vous n'êtes pas obligé de dire oui, il y a de l'insurrection, mais vous, dans votre travail, la façon dont vous l'exercez, dont vous fait l'exercer, comment vous réagissez à cette organisation du travail pour vous personnellement, mais plus généralement pour les EHPAD, en ce moment dont on a beaucoup parlé. Alors, Almas Saïdi. Bonjour. Je vous prie de m'excuser pour mon français, je ne m'exprime pas trop bien en français, mais je vais essayer de faire le maximum. Oui, je dirais que c'est en ce moment, je ne peux pas dire qu'il y a que les gens ils vont se révolter, mais la situation elle est vraiment difficile dans les EHPAD. Ça fait 10 ans que je suis aide-soignante et je vois que tout le monde est mécontent, que ce soit les résidents, les familles, les gens qui travaillent. Les seuls qui s'en sortent, c'est les actionnaires et qui sont contents de la situation. Mais moi, j'ai beaucoup parlé des EHPAD à chaque fois que j'ai participé dans des réunions publiques et tout. Les gens, ils écoutaient sans plus. J'ai été contente qu'Élise Dissé a pu en parler pour que maintenant les consciences se réveillent un peu de la situation. Mais moi aujourd'hui, je ne vais pas parler des propriétaires des EHPAD, des actionnaires. Je vais plutôt parler de l'État parce que c'est l'État qui est responsable de la situation. C'est l'État qui fait les règles. Et nous, en France, souvent, les hommes politiques, ils aiment bien prendre l'exemple de l'Allemagne. Je dirais pourquoi ils ne prennent pas l'exemple sur, par exemple, le quota, un soignant pour 5 résidents en Allemagne et 1 pour 12 en France. Mais notre quotidien est très difficile. On fait souvent des heures sans compter, qui sont souvent pas payées, parce que quand on doit coucher plus d'une vingtaine de personnes une nuit, et qu'on doit finir par exemple à 20h, souvent on reste jusqu'à 20h40, 20h, et ces heures ne sont pas payées. Et on fait notre travail difficilement. On doit traiter ces personnes qui sont nos aînés avec dignité, avec le mieux qu'on peut, mais c'est de plus en plus difficile. Tout ça parce que certaines personnes doivent gagner beaucoup d'argent et encore plus, et tous les jours ils en demandent encore plus. Je vais vous dire en fait, moi j'ai été vendeuse dans un distributeur de jouets, Toys R Us avant, et j'ai été braquée et je ne pouvais plus reprendre mon boulot.
j'ai réfléchi et j'ai fait la formation d'aide-soignante en me disant je vais faire le métier le plus humain possible et dont je serai fière de le faire. Et quand j'ai commencé à faire aide-soignante, j'ai tout de suite déchanté. C'est pas, je ne travaille pas avec l'humanité que je m'imaginais. On fait une formation d'1 an pour être aide-soignante, on passe un concours et tout, mais tout ce qu'on nous apprend à l'école, malheureusement, on n'a pas le temps de l'appliquer comme il faut. Ce quota que je vous ai dit de 12 personnes, on ne le respecte jamais parce que tous les jours, il y a des gens qui appellent le matin pour dire ce matin je ne serai pas là. Parce que imaginez-vous que quand on travaille avec le stress, avec la pression, souvent les gens ils ont ras-le-bol et ils sont fatigués, ils s'arrêtent souvent. Et en fait, d'une quota de 12 résidents, souvent on a 16, 17, 18 parce qu'il y a des absents et que les responsables nous disent que on n'arrive pas à trouver des gens pour venir ce matin. Malheureusement, on va devoir vous rajouter des personnes. Je ne vais pas être long, je ne sais pas si j'ai passé mes 10 minutes, mais voilà, il y a beaucoup de choses à vous dire. Cette question, on doit se le prendre à bras de corps. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. On vit comme si on n'allait pas vieillir, mais tout le monde, on va y passer, que ce soit nous, notre famille, nos parents. Comment ça se fait qu'on a pu imaginer que nos parents, nos aînés, soient un produit financier comme le supermarché? La dernière fois, j'ai regardé la télé et j'ai entendu quelqu'un dire que avant, pour gagner beaucoup d'argent, on investissait dans les supermarchés. Et aujourd'hui, c'est les EHPAD. Comment on a pu laisser faire? Nous sommes tous responsables. Et moi, aujourd'hui, je ne vais pas taper sur les EHPAD parce que les règles, c'est l'État, c'est nous qui doivent les faire. Eux, leur but, c'est de gagner de l'argent, mais c'est à l'État de surveiller, c'est à l'État de dire, voilà, une aide-soignante, elle a la possibilité de soigner 5 personnes, par exemple, ou 12. Et je vous ai dit, le quota est de 12, mais on ne fait jamais 12 parce que tous les jours, il y a des gens qui appellent, qui disent « je ne viens pas ce matin, je ne viens pas ce matin ». Du coup, on est à moins 4, moins 5, la moyenne, tous les jours. Et on passe de 12 à 17. On nous dit, imaginez-vous que vous avez votre force physique, vous êtes jeune, vous faites votre toilette à combien de minutes? Eh bien, sachez que normalement, on doit faire la toilette d'une personne en 8 minutes. Est-ce que c'est possible, une personne algique, malade, qui a mal de partout, de faire une toilette en 8 minutes ou 10 minutes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes physiquement normal? Moi, personnellement, je suis encore jeune et je ne fais pas ma toilette en 10 minutes. Est-ce que vous imaginez et par exemple, on a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas manger tout seul, mais on doit donner à manger à 20 personnes. Comment on fait? Eh bien, ceux qui ne mangent pas, on les laisse ou on n'insiste pas. On compte tout, par exemple. Le repas doit revenir, vous le savez, vous avez sûrement entendu ça à la télé, doit revenir à 4 € la journée. Je vous demande, est-ce que vous mangez pour 4 € la journée? Est-ce que c'est normal? Moi, je viens d'un pays sous-développé, d'un pays pauvre, et je peux vous dire qu'on ne compte pas manger comme on compte à manger aux EHPAD. Et c'est pas normal, par exemple, que beaucoup de gens meurent de faim en France, parce que je peux vous dire qu'en EHPAD, les gens souvent, ils meurent d'escarre, parce qu'ils ne mangent pas assez de protéines, parce qu'il faut absolument que le repas revienne à 4 € la journée. C'est la réalité. Et voilà. Merci Alma. On va continuer comme ça, de façon directe, si je puis dire, spontanée, et en disant ce que les gens ont sur le cœur, pas que dans le cœur, dans la tête aussi. Voilà. Donc, je me tourne vers Marianne Ferrara, professeure de quartier Nord
Vous venez d'entendre Almas Saïdi, donc parler de ce qu'elle connaît, ce qui se passe dans les EHPAD. Vous, dans votre lycée professionnel, et peut-être au-delà du lycée lui-même, dans l'enseignement aujourd'hui, à Marseille, peut-être au-delà de Marseille, comment vous ressentez les choses? Comment vous vivez les choses? Charles, la bouteille, s'il vous plaît. La bouteille. Voilà, merci. Bonjour, voilà. Donc je suis prof de lettres-histoire dans un LEP qui est situé dans le 15e arrondissement de la ville, à côté des cités, et nous accueillons des élèves dont les familles sont en précarité totale. Cette aventure a commencé en 1991. Je précise que bon, c'est moi qui ai accepté, quoi. J'ai cherché un emploi, j'avais une formation de sociologie et de psycho, et je n'avais jamais fait de fac de lettres, ni d'histoire géo. J'ai accepté un emplacement et je suis rentrée en septembre 1991 en lycée professionnel. On m'a fait une formation de 48 heures qui s'adresse aux profs débutants. Ce que j'ai retenu, donc moi, quand je sortais de l'EHS à Marseille, et j'avais l'esprit imprégné par Bourdieu et Foucault. Et je me suis retrouvée pendant 48 heures. En gros, ce que j'ai retenu, c'est que le formateur m'a dit, voilà, si vous devez vous couper les cheveux, et je vous promets que c'est vrai hein, ce que je dis, faites-le avant la rentrée. Et si vous devez changer votre look vestimentaire aussi, parce que les élèves, c'est une population fragile, et si du jour au lendemain vous changez votre image, alors vous allez avoir des difficultés. Et là, je me suis dit, bon, niveau pédagogique, c'est léger, quoi. Enfin, voilà, j'avais eu Roger Aftablé en sociologie de l'éducation, Benoliel. Je me suis dit, voilà, bon. Et me voilà dans ma classe. Alors, j'avais 32 ans. Oui, c'est ça, j'avais 62 ans maintenant. Donc, j'avais 32 ans et j'en faisais 10 de moins que mon âge. Et je me retrouvais avec des élèves qui me dépassaient, qui avaient beaucoup de retard, donc il y avait 20 ans. Et là, alors, j'ai rencontré le directeur de l'établissement au bout de 48 heures. Je me demandais où j'étais tombée. Et il m'a dit, alors, c'est quoi votre projection? Je vous parle de ça, je vais vous expliquer ce que c'est pour moi l'insurrection. Et j'ai dit, ben, moi, ma projection, c'est leur créer, c'est même pas améliorer ou augmenter, leur créer un capital culturel. Il y a eu un blanc. Alors, j'en ai parlé aussi avec mes collègues. Ils m'ont dit, mais tu dois préparer un examen. Et là, j'ai compris que la galère allait commencer. C'est-à-dire que, et on en vient à de nos jours, c'est-à-dire le métier perso, je parle de ce que je vis, et dans mon lycée. Et je sais que dans d'autres établissements, il y a des gens qui sont en lutte et tout. Chez moi, pas du tout. Voilà. Honnêtement, on est deux à être en lutte, dont une elle est maîtrox, donc il ne faut pas trop qu'elle soit en lutte quand même, si elle veut que son contrat soit reconnu. Bon, moi je suis titulaire, donc je peux les emmerder quand même, voilà, et surtout améliorer le capital culturel des élèves. C'est l'objectif pour lequel je me bats. Et je ne suis pas prête de lâcher jusqu'à la retraite. Donc, le problème, c'est que plus ça va, plus on parcellarise notre travail. L'autre jour, j'ai eu une réunion, on m'a expliqué qu'avec la nouvelle réforme Blanquer, il y aura 1h30 qui s'appellera de la co-intervention. Alors j'ai dit, oui, mais alors à moi, on m'enlève 1h30 de français. Non, vous allez travailler avec votre collègue. Et en fait, il faut sans arrêt que l'objet d'étude soit en lien avec l'aspect professionnel de l'élève. C'est-à-dire qu'en lycée pro, finalement, on ne veut pas des gens, et c'est normal d'ailleurs, qui aient le sens critique. Puisque comme je disais à mon directeur, je disais oui, mais s'ils ont trop de sens critique. Et je disais surtout à mes collègues, puisque le directeur, finalement, c'est pas lui qui décide, c'est l'inspecteur avec les collègues en équipe. Je leur dis, vous comprenez bien que le but du pouvoir, c'est quand même pas que les gens à qui on va donner des ordres, il y ait trop d'esprit critique. Parce que sinon, à un moment, ils vont refuser de signer des contrats de merde pour des emplois précaires. C'est vrai. Donc, on séquençarise notre travail. Donc là, on aurait pu me dire qu'il faut faire des CV. J'aurais dit, mais attendez, j'ai bac plus 5 2 fois, je ne suis pas prof de CV, moi. Voilà. Donc, ce qu'il faut... Alors, actuellement, ma façon de lutter, c'est de voir l'enseignement de ma matière comme une globalité. C'est-à-dire que c'est un accès... Mais j'aimerais qu'il y ait un cours de culture générale. Justement, hier, on en parlait. Par exemple,
il y a une nouvelle réforme et un nouveau texte qui sont sortis. Je ne sais pas trop long. Alors, en CAP, par exemple, avant, il y avait écrit les luttes ouvrières. Maintenant, non. Il y a écrit études de la Ve République. Il y a, voilà, on a... Et c'est libre choix à l'enseignant. Vous imaginez, selon les opinions de l'enseignant, ce que ça pourra donner aussi. Il y a 5 ans, j'ai emmené mes élèves, on faisait un chapitre qui s'appelait luttes ouvrières. Donc j'ai dit à mes collègues, ben, tiens, je vais emmener mes élèves voir, visiter l'usine des Fralib à Gémenos. Ah bon? Et pourquoi? Ben, parce qu'on a étudié les luttes ouvrières. Donc ça s'appelle une étude de cas, si vous voulez reprendre un langage plus... Ah oui, non mais attends, tu vas les faire, depuis Gémenos c'est loin. À part ça, l'école, elle est faite pour développer l'autonomie et la mobilité. J'ai dit, bon, ben oui, mais ça va pas les intéresser. J'ai dit, si ça va les intéresser, parce que ça parle d'eux. Et en fait, ça a plu aux élèves. Parce qu'au début, il y avait des questions, moi ça m'a fait rire, parce qu'ils ont parlé que justement, quand on a voulu fermer l'usine, on voulait leur donner des indemnités. Donc les jeunes disaient, mais pourquoi vous n'avez pas pris l'argent, moi vous arrêtez de travailler. Et en fait, quand ils ont visité l'usine, et qu'ils ont compris le combat de ces gens, l'idée dans leur tête commençait à faire leur chemin. Voilà. Et je leur disais, tu peux être acteur de ton destin, ça va être très compliqué selon où tu es né, mais tu peux. Voilà. Et donc, et puis aussi, autre chose comme forme d'insurrection, c'est, j'avais pris des cours de théâtre pendant longtemps, une dizaine d'années, enfin longtemps, c'est pas, la notion de temps, c'est particulier. Et à un moment, j'ai voulu créer un atelier théâtre. Parce que justement, comme Richard Martin, je pense que le théâtre n'est pas réservé à un cercle de privilégiés. Et je me suis dit, il faut que ces jeunes ils aillent vers des pratiques culturelles que franchement, on leur propose pas. Quoi. On leur propose d'aller voir des pièces où il n'y a pas de préparation, ils arrivent, parfois ils foutent le bordel dans le théâtre, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, tout ça, c'est pas leur truc. Donc, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là. Quand j'en ai parlé, on m'a dit, mais enfin, ils sont menuisiers, qu'est-ce que tu vas leur faire du théâtre? Et ça c'est un gros souci. J'ai dit, mais on dit qu'ils n'ont pas trop envie de lire, alors on va voir, par le biais du théâtre, ils vont se réveiller. Et en fait, ça a marché. Au début, j'ai commencé, il y en avait 3. Bon, je me suis dit, ton idée, peut-être ça, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Je me suis dit, bon, on va continuer. Puis cette année, ils sont 12. Et puis maintenant, j'ai créé une association, et donc du coup, ils sont mixés avec les étudiants de la fac d'Aix. Et ça se passe très très bien. Et il y a aussi quelque chose, j'ai voulu faire l'école au théâtre, ici. J'ai dit, il faut ouvrir les portes de l'école. Parce que vous savez, on les ouvre les portes de l'école, c'est dans les textes, on les emmène au musée. Mais c'est pas préparé. Quelqu'un qui a jamais pratiqué le musée, quand vous le prenez, vous le balancez dans un musée avec un guide, c'est pas son prof. Le prof, il est derrière, en fait, il a un rôle de gardien, parce qu'il est derrière, il regarde que le groupe, il regarde pas trop les portables, il s'enlève la casquette sur la tête. C'est pas quelque chose de la vie, c'est pas quelque chose de l'émotion. C'est pas quelque chose du partage. Moi, les élèves, quand on fait du théâtre ici, ils savent que je suis à fond dessus, je monte avec eux sur scène. On n'a plus le même rapport même à notre corps, à l'espace. On n'a plus le même rapport à la vie. Et c'est quelque chose qu'on a partagé. Et chaque année, justement, on fait un spectacle ici. Et ça a changé des choses. Donc, c'est vrai que je pense que c'est très dur d'être en insurrection, d'être révolté face à une institution. D'ailleurs, là, je parle. Et hier au soir, je regardais la loi Blanquer. Ça m'a fait rire. Ça s'appelle l'école de la confiance. Et en fait, il a confiance en tout le monde, sauf en nous, quoi. En gros. Parce qu'à un moment, il y a écrit... Alors voilà, si on est représentant syndical, c'est pas mon cas, on peut critiquer l'école. Si on est un enseignant lambda, un citoyen lambda, on peut critiquer l'école. Par contre, si on est un enseignant, ça commence à être plus compliqué, parce que dans le texte, il y a bien écrit que l'enseignant ne doit pas porter atteinte à son établissement ou à l'institution qu'il représente. Et ça, c'est très pervers. Parce que moi, j'estime que, passé 17 heures quand je sors du lycée, je raconte un peu ce que je veux, sur le thème que je veux. Et là, ça a l'air, voilà, ça s'appelle l'école de la confiance, c'est écrit en gros. Et en plus, sur le site, vous allez sur eduscol.gouv,
ils nous prennent vraiment pour des andouilles, parce qu'en plus, il y a un petit micro dessus avec une musique, excusez-moi l'expression de merde, des années 2004, ça se veut moderne, et je commence un peu à en avoir marre qu'on veuille m'infantiliser, et en fait, c'est comme ça, avec les élèves, avec les profs, voilà. Donc moi, mon insurrection, à l'heure actuelle, elle est culturelle, parce que je pense que la culture, c'est indispensable pour ces jeunes. Si on veut élever les consciences, ça doit passer par là. Et elle se passe ici. Elle se passe dans ma classe, elle se passe surtout ici, pendant mes cours de théâtre, et aussi dans ce que j'appelle l'école au théâtre, c'est-à-dire venir donner des cours, quand je fais le passage sur les surréalistes, donner des cours ici. Parce que justement, si on a un texte, ben on monte sur scène, on le vit, et ainsi de suite. Bon, ça gêne beaucoup, vous êtes toujours empêcheur de tourner en rond, mais pour moi, le métier d'enseignant, c'est ça. Voilà. Philippe Bachet, j'ai vu un petit peu qu'il était là au titre de ce qui s'est passé après la catastrophe de la rue d'Aubagne et les réactions qu'il y a eu. La preuve, il fait partie, je crois, d'un comité, hein, c'est ça, qui donc construit la réponse à ce drame. Voilà. Alors, peut-être que c'est vite dit comme ça. Donc, Kevin, où on est? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es engagé? Est-ce qu'il y a une certaine insurrection dans la réaction à ce qui s'est passé? Bon, bref, comment tu vois les choses? Alors, bonjour à toutes et à tous, déjà merci de l'invitation. Je fais partie donc du collectif du 5 novembre, qui s'est constitué 2 jours après l'effondrement de 3 immeubles dans ma rue, j'habite moi-même rue d'Aubagne, et la mort de 8 de nos voisins, que vous connaissez, histoire que vous connaissez toutes et tous. Le collectif s'est constitué lors d'une assemblée de quartier le mercredi 7 novembre, et s'est constitué comme une réponse qui, je vous cite un petit peu l'atmosphère de l'assemblée de quartier qui avait été convoquée ce jour-là, une réponse qui n'avait pas pour but en premier lieu de travailler la mémoire du drame, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, d'accompagner les évacués sur le long terme. Donc aujourd'hui on a plus de 3500 personnes qui ont été évacuées sur tout Marseille, dont environ les 2 tiers sont encore en l'attente d'un relogement définitif ou d'une réintégration de leur logement. Le collectif s'est avant tout formé parce qu'il y avait une sorte d'étau qui nous a enserrés dans le quartier assez rapidement. Je pense que tout le monde a été touché par le drame, mais il s'est passé quelque chose d'assez différent quand on habitait à Noailles, qui était que, enfin, pour me parler de mon expérience personnelle, moi j'ai passé les 3 premières semaines après le drame à tourner en rond dans le quartier et à ne plus pouvoir en sortir. Jusqu'à ce que des copains me disent en fait, faut que tu m'attrapes et me fassent dormir dans leur chambre d'amis pour m'empêcher de continuer à tourner en rond comme ça. Et il y avait une sorte de pesanteur absolument terrifiante sur l'ensemble des habitants du quartier et ceux qui sont venus aussi, voisins solidaires, s'engager corps et âme dans cette mobilisation. Il y avait une sorte de pesanteur de l'ampleur des discours qui pouvaient être posés sur le drame, sur le territoire, sur ses habitants, quels qu'ils soient ces habitants. En plus, j'y reviendrai, mais c'est un quartier quand même qui a une mixité sociale de fait assez particulière, ce qui fait sa force. Et donc le collectif 5 novembre s'est créé avant tout pour répondre à ça. Les premières discussions qui ont lieu dans l'assemblée de quartier ont été évidemment celles d'une grande colère contre les propriétaires et contre la municipalité, mais également une colère très fraîche qui disait: on n'en peut plus, là, en 2 jours, que déjà autant de médias, que BFM Télé, CNews, les élus, y compris des élus pour lesquels, pour ne pas citer Jean-Luc Mélenchon, pour lequel je pense que la moitié du quartier a pu voter, et c'est pas un souci, mais des élus qui assaillaient le drame de leur façon de raconter, de leur propre narration de ce qui s'était passé. Donc le comité de quartier s'est constitué avant tout comme une façon de donner un espace d'expression à l'ensemble des solidarités qui est en train de se tisser sur Noailles. Rapidement, le collectif a eu plusieurs fonctions. A eu cette première fonction absolument fondatrice du collectif qui nous a beaucoup été reprochée et qui a été l'objet de vives critiques de la part notamment des élus de la majorité municipale. Une première fonction est de dénoncer politiquement, en assumant un discours très ferme, très politique, loin de certains discours très citoyens, d'évitement du politique auquel on peut avoir habituellement, mais d'affirmer très clairement qu'il s'agissait d'une question politique
qui avait en face de nous à la fois une classe de rentiers, de propriétaires. On a toujours refusé, par exemple, on a toujours exclu dans le vocabulaire le terme de marchand de sommeil, parce que rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait M. Cachard, qui était l'un des propriétaires du 65 rue de Bagne, élu à LR à la région, et puis aussi dans la série d'évacuation que le centre-ville a connue, des grands groupes de promoteurs immobiliers totalement légaux, qui pourtant avaient des pratiques et qui avaient des pratiques d'abandon de l'habitat qui étaient tout à fait comparables à celles des 10 marchands de sommeil. Et vous avez tout l'imaginaire du marchand de sommeil qui est issu des classes populaires, en général issu d'une ou l'autre immigration, et qui ne respecterait pas la loi et qui ne donnerait pas de baux à ses locataires. En réalité, le propriétaire véreux est très loin de cette image. Je vous cite un exemple très concret. J'accompagne un monsieur en ce moment dont le propriétaire fait payer le loyer alors qu'il a été évacué, ce qui est absolument illégal. Ce monsieur est un professeur des universités, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais un homme absolument respectable, à qui vous serriez la main et vous pourriez boire une coupe de champagne avec lui dans une soirée mondaine sans aucun problème. Donc on a toujours refusé ça, en identifiant qu'il y avait en face de nous à la fois une classe de rentiers et à la fois une municipalité, des élus qui étaient intrinsèquement liés à cette classe, et dont on a appris l'incompétence au fur et à mesure. Alors, c'est assez banal qu'on dise à Marseille, nos élus sont incompétents, l'incurie municipale, etc. Et je vous assure qu'après avoir passé 8 longs mois à discuter avec eux, à passer des réunions de parfois 2 fois 5 heures par semaine, à négocier avec eux la charte du relogement qu'on a pu gagner au mois de juin dernier, je vous assure que leur incompétence est absolument hallucinante. Leur déni de la réalité, déjà, est absolument hallucinante, mais ça on le savait, ils ne connaissent pas nos quartiers, mais aussi leur incompétence à pouvoir écrire, à connaître le droit, à comprendre des logiques très simples d'écriture d'un document de politique publique. On les a nous-mêmes formés en fait en politique publique, et c'était assez effrayant. Donc le collectif a tout de suite assumé ce discours-là. Et puis ensuite le collectif a eu une deuxième fonction qui a été celle d'assumer à la place de la municipalité tout le travail de solidarité qu'il fallait assumer et en fait à pallier aux carences du service public. Les 3500 personnes qui ont été délogées, je dirais qu'en bon tiers environ, a été accueilli, informé, a discuté avec le collectif du 5 novembre. C'est absolument énorme. Comptez que dans le collectif, on est aujourd'hui environ 70-80 militants actifs, ce qui est aussi énorme. Il y a un milieu de sympathisants, dont beaucoup d'entre vous faites partie, qui nous appuient dès qu'il le faut. Mais on a travaillé de manière totalement improvisée, dans l'urgence totale jusqu'à encore aujourd'hui, et notamment jusqu'à l'incendie de Maison Blanche qui a eu lieu le 24 août dans le 14e, travailler à venir sur place, à organiser la nourriture, à organiser l'accès aux droits, à organiser des mobilisations collectives lorsque c'était possible, et c'est pas toujours facile, et donc à pallier, à donner une certaine sécurité assez basique, de manière la plus humble possible. Je ne sais pas si on a toujours réussi à le faire très bien, c'est très compliqué de s'improviser travailleurs sociaux ou agents de la municipalité lorsqu'on ne l'est pas, mais en tout cas à travailler à donner une certaine sécurité, toujours dans l'objectif qu'à partir de cette sécurité-là, donnée par des personnes solidaires, puissent se construire des réactions collectives et des formes d'insurrection. Et la troisième dimension, enfin, a été celle qui nous a dépassés et qui, pendant 3 mois, a eu un aspect insurrectionnel, a été d'organiser donc la mobilisation collective et de rassembler la ville autour de nous. Je dis toujours, quand j'interviens, que en soi, le drame du 5 novembre n'a rien produit. Que le drame du 5 novembre, en soi, n'a pas été le réveil d'une mobilisation et d'un réveil citoyen dans la ville. On pourrait penser mécaniquement que de tels drames produisent de telles insurrections ou de réveils citoyens. Pourtant, c'est entièrement faux. Je parlais de Maison Blanche tout à l'heure, où un incendie vient de se produire sans aucun mort, bien heureusement. En 1981, il y avait déjà eu 8 morts à Maison Blanche. Il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus très bien exactement, à Herbel, un jeune homme est mort de la légionellose et a conduit à... non, pas si jeune homme d'ailleurs, un homme est mort de la légionellose et a conduit à la constitution d'une association de citoyens, d'habitants du quartier, qui pourtant n'est pas arrivé au stade insurrectionnel qu'on a pu connaître. Des morts à cause de violences policières, on a eu Mourad à Fontvert en 2013 par exemple, dont personne n'a quasiment jamais entendu parler. Je pense que peut-être une dizaine de personnes ici savent qui est Mourad, décédé à Fontvert suite à des opérations policières d'encerclement du quartier. Moi je travaillais là-bas à l'époque et je militais là-bas. Personne n'en a entendu parler.
des morts, des féminicides par exemple. On a eu 101 aujourd'hui. On vient de leur rendre hommage, les militants féministes leur ont rendu hommage il y a quelques jours. Ça n'a pas provoqué d'insurrection. Des drames sont produits absolument tous les jours, qui ne sont pas des drames politiques. Ce qui s'est passé à Noailles, c'est la réunion de deux choses, c'est le fait que ce drame-là a lieu pas n'importe où, et le fait que ce drame-là a été travaillé politiquement par une série d'acteurs. On pourrait penser comme ça qu'on parle de récupération politique du drame. Non, c'est absolument pas ça. D'abord, objectivement, le drame a lieu dans la rue la plus centrale de la ville, peut-être, hormis le Pied de Canebière, mais une rue qui, d'un point de vue urbanistique, était l'endroit d'où l'Est de Marseille venait en ville. C'était celle qui menait à la gare de l'Est, celle qui menait aux villes comme au Bagne et tout l'Est de la ville. C'est une rue qui était l'une des premières rues qu'on retrouve dans des vieilles cartes qui datent d'il y a un siècle et demi de Marseille. C'est une des rues les plus fréquentées de la ville pour son aspect marché, et c'est un quartier qui a traversé beaucoup sociologiquement de périodes différentes, qui n'a pas toujours été le quartier maghrébin, comorien, populaire qu'il est aujourd'hui, mais qui en tout cas depuis une vingtaine d'années l'est, mais n'est pas que ça. Quand on regarde la liste des 8 victimes, c'est là où je parlais de cette mixité sociale de fait dans le quartier, qui n'a pas été une gentrification organisée par les promoteurs immobiliers ou l'Amérique, qui est plus complexe que ça. Mais quand on regarde la liste des 8 victimes, elle est une liste dans laquelle, malheureusement, on peut absolument toutes et tous s'incarner. On a l'étudiante italienne, on a le sans-papier algérien, on a l'artiste membre de l'Assemblée de la Plaine. On a une diversité de victimes qui a produit une incarnation politique et une identité politique dans laquelle non seulement Noailles a pu se reconnaître évidemment, mais l'ensemble de la ville a pu se reconnaître également. Je terminerai là-dessus. On a aujourd'hui une société qui, depuis une quarantaine d'années, s'est fragmentée socialement, et Marseille en a un exemple absolument très important, très caricatural, une ville extrêmement ségrégée, dans laquelle les gens se tournent le dos alors qu'ils sont voisins, et je parlerai évidemment des noyaux villageois et des cités des quartiers nord, c'est un exemple typique. Noailles a pu produire une forme de réunion à partir de cette liste des victimes, à partir de ce que Noailles représente, et on l'a retrouvé dans les manifestations populaires qu'on a connues. On le retrouve également dans les évacuations qui touchent aussi bien les classes populaires que des classes moyennes, voire une petite frange des classes supérieures, qui se reconnaît dans une condition commune de celle d'avoir été délogée. Et peut-être que c'est là l'une des conditions politiques qui des fois nous échappent, ou alors des fois à laquelle on peut travailler pour. Une des conditions politiques qu'il faut construire, c'est construire une pratique commune entre toutes ces couches sociales qui se tournent le dos, et entre toutes ces couches sociales qui à des moments peuvent ressentir qu'elles appartiennent à un monde commun, et qui à partir de ça peuvent construire une pratique politique commune. Les États généraux de Marseille au mois de juin ont permis de construire cette pratique politique commune entre centre-ville, nord et sud, en partie le sud, et construire une capacité de coalition sociale qui puisse faire peur aux dominants parce qu'elle est capable de dépasser ces fragmentations-là et proposer une pratique politique différente, unie, qui construise du commun et qui puisse peut-être un jour renverser ceux qui ont conduit au drame qui a touché nos 8 voisins. Merci. Philippe Coultier a été longtemps directeur de la Friche de la Belle de Mai. C'était un lieu culturel assez particulier, puisque c'était installé dans une friche, comme son nom l'indique, et donc il y avait, je pense, une certaine liberté, quoi, de créer, d'inventer, de recevoir, etc. etc. Voilà. Je crois qu'il l'a quitté, il va le dire, il y a quelques années. Et je crois que s'il l'a quitté, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui ne collait plus pour lui, voilà, et qui concerne la définition même, la conception même qu'il a, lui, de la culture. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est pas simple de résumer 20 ans en 10 minutes. Je me suis trouvé directeur de la friche parce que la municipalité m'a confié la mission de développer des projets dans les friches. À l'époque, l'adjoint à la culture était un poète, Christian Poitvin. Et donc je me suis trouvé cette direction. Et je me suis trouvé en situation de pouvoir essayer de chercher à inventer un renouveau de l'action artistique et culturelle telle qu'elle me semblait, telle que je croyais avoir compris, dans le travail de Villard, dans le travail de Jean Dasté, dans le travail de Roger Planchon, dans le travail de grands auteurs de théâtre et de cinéma, dans la nécessité de partager l'art. Et je me suis trouvé en situation de pouvoir reposer ces questions. Et la première question, c'était pourquoi il n'y a plus d'artistes dans les équipements culturels, sauf ici.
pourquoi les artistes sont relégués dans une place, et quand on nomme, le ministère de la Culture par exemple dit on va nommer un artiste directeur d'un centre dramatique. Au bout de 15 jours, c'est devenu un notable. Et il a autre chose à défendre que sa propre démarche artistique. Et donc je me demandais comment on allait essayer de retrouver cet essentiel-là. Alors on a fait des expériences. Voilà, on a cherché. On n'avait pas de projet tel qu'on l'entend en général avec une définition, un début, un budget. On avait la volonté de chercher. Et voilà. Alors en fait, si vous voulez, la Friche est un projet institutionnel, quand même, il faut le dire, qu'on m'a confié. Au début, à 2 directeurs de théâtre, il y avait Alain Fourneau des Bernardines et moi. Et puis ensuite, j'ai pris tout seul. Et peu à peu, on a refondé ce projet. En fait, il n'y avait pas beaucoup de définitions, on avait carte blanche. Avec ces objectifs-là, je crois que, je ne sais pas, je n'ai pas envie de commenter l'existence actuelle de la Friche, parce que je n'aime pas les gens qui regardent le successeur comme ça. Je dirais simplement que c'est refaçonné comme un établissement culturel plus traditionnel, mais je crois que les artistes n'ont pas le rôle de co-développeur, le rôle que j'ai essayé de développer, moi. Bon. Je vais essayer d'être bref, mais bon. Quand on a commencé, alors en 90 le projet Friche, en 92 le Label de Mai, la Friche était, c'était une immense, la manufacture de tabac, donc 12 hectares de bâti. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? En plus, il n'y avait pas de lieu très adapté au théâtre, parce qu'il y avait des colonnes partout, des échos à 10 secondes. Et donc il fallait qu'on sculpte là-dedans un projet, et que, en répondant à ce qui était en fait le résultat de 20 années antérieures d'action culturelle dans la banlieue parisienne, dans une banlieue pas aussi dotée que Nanterre ou Aubervilliers, très en retard, je veux dire, en termes de développement culturel, une banlieue qui était très ouvrière et d'immigrés. Et donc là, j'ai appris notamment le rapport de la culture avec les milieux sociaux, pas forcément défavorisés, mais qui sont loin qui ne sont pas dans l'attente de l'orchestre de musique de chambre ou du spectacle qu'on trouvait beau. Et donc là, j'ai vraiment relativisé tout ce travail, et c'est-à-dire qu'il faut respecter la culture populaire, et il faut ne pas cesser de l'enrichir. Voilà, c'est un peu ce principe que j'ai conclu de cette expérience. La deuxième catégorie d'expérience, c'est mon travail d'administrateur de compagnie, proche de la création et des problèmes économiques que ça posait. Et j'ai évidemment énormément appris, surtout pour avoir travaillé avec des compagnies qui étaient toujours dans la problématique d'élargissement du public. Et puis, j'ai aussi mon propre chemin de recherche culturelle, c'est-à-dire des rencontres avec des œuvres et des artistes qui m'ont forgé, qui m'ont aidé à comprendre, à aimer aussi. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, c'est quand même pas des petits, mais il y a aussi des moins connus qui m'ont appris tout ça. Et donc, quand j'arrive à la Friche, je vais essayer de faire cela. Bon. Je crois que ça a assez bien marché avec... alors, j'avais fait une première définition comme ça, surtout pour chasser toutes les illusions qui se bâtissaient autour de cela. C'est que la Friche, c'est pas un squat. La Friche, c'est pas une alternative. La Friche, c'est peut-être finalement un des multiples exemples de cette formidable capacité des hommes à déjouer les systèmes qui les empêchent de parler. C'est-à-dire un appel à la liberté. Alors, à partir de là, voilà, après, on a continué. On a eu, tout d'un coup, je pourrais expliquer, mais ça serait long, pourquoi Jean-Claude Godin a décidé de soutenir la Friche. Alors c'était sur le rythme, je t'aime moi non plus, hein, c'était toujours le financement qui arrive juste au moment où on tombe dans l'eau, hop là, juste à la limite. Mais enfin, il l'a soutenu, objectivement, il l'a soutenu jusqu'au bout. Maintenant encore, c'est devenu un grand équipement culturel. Et donc, je tiens à le dire, parce qu'à l'époque, je me rappelle, le cabinet de Jean-Noël Querini disait « Fouquier, il roule pour Godin ». Mais bon, ces incompréhensions-là, j'en ai traversé pas mal. Hein. Bon. Voilà, alors, à l'heure actuelle,
À l'heure actuelle, je suis catastrophé par l'évolution de la culture et par l'absence de l'insurrection des grands professionnels. À part Richard. Il y a un silence redoutable quand on ferme 4 théâtres, quand on aligne des structures comme la Gare Franche sur des scènes nationales, quand on supprime les financements de structures qui ont permis de faire venir à Marseille, par exemple Marseille Objectif Danse, qu'on assassine doucement, qui a fait venir à Marseille, ici, par exemple. Trisha Brown, une des plus grandes chorégraphes du monde, qui est venue grâce à Marseille. Bon, tous ces gens qui inventaient du renouveau, qui cherchaient en permanence à faire de cette ville la grande ville d'artistes qu'elle est, au fond. Eh bien, on est en train de les tuer doucement, et on met de l'ordre. Et alors maintenant, vous voyez les compagnies qui ont des dossiers à faire, 35 pages pour leur région, pour ramasser, quoi, 2 000 euros, 10 000 euros 35 pages avec des rubriques, c'est des CERFA, vous voyez. Je m'imagine l'imbécile qui a inventé ce type de formulaire. Bon. Et pour des dossiers qui ne sont jamais lus. Parce qu'il y a une lettre à côté qui explique, ça suffit. Et donc cette espèce de bureaucratisation imbécile, alors il y a aussi la baisse des budgets, tous les budgets baissent, hein, bon, ça tout le monde le sait, tout le monde accepte. Aucune réaction. Donc on a fermé 4 théâtres, on a fermé les Bernardines, ils ont failli fermer Massalia à l'époque où je l'ai quitté, et puis j'ai eu, grâce à Michel Peset, j'ai eu vent de ce qui se passait, et j'ai prévenu les filles, et elles ont bossé, et elles ont lutté, et finalement, ils n'ont pas pu le faire, c'était avant 2013, il faut dire, ils n'ont pas pu saquer Massalia. Ils ont saqué les Bernardines. Enfin, Marseille s'était payé le luxe d'avoir un théâtre qui posait la question du théâtre en termes de recherche. Recherche de public, recherche de talent, recherche d'écriture. On le ferme. Alors non, c'est pas vrai, excusez-moi, on l'annexe. L'Anche, théâtre de l'Anche. Un petit théâtre de quartier qui avait trouvé le lien à son quartier. On l'annexe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de directeur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de démarche d'auteur à l'intérieur. Ça devient une salle. Récemment, je suis allé écouter les élèves de Mathieu Poitvin, architecte et professeur à l'école d'architecture, les diplômes. Ça se passait au Bernardines, justement. Personne n'est venu leur donner un micro. Personne n'est venu leur dire, c'est plus un théâtre, c'est une annexe. C'est-à-dire une salle qui sert de temps en temps. Et alors, on supprime la vie, on supprime le producteur, on supprime la diversité, et en même temps, on tue l'histoire. Alors, il y a eu également l'Egyptise. L'Egyptise, faire un cinéma à la place du Gyptise, c'était pas complètement aberrant. Il n'y en avait pas dans le quartier, et en plus, ils venaient de construire la friche, j'étais plus là, hein, 2 magnifiques théâtres. Et donc, on transfère l'un à l'autre. Ouais, pourquoi pas. Mais la subvention, les moyens consacrés à la production, ça aurait pu permettre à la friche d'avoir un projet dans ces 2 théâtres. Eh ben non. Ils ont inventé un comité Théodule pour donner des subventions complémentaires aux productions, et les compagnies vont faire des nouveaux dossiers, vont séduire des nouveaux décideurs pour avoir un petit peu de rab sur les subventions qui par ailleurs baissent. Bon. Et comment ça se passe? Généralement, c'est des projets qui ont des grosses institutions, des stands dramatiques ou des grands festivals coproducteurs. Et ceux-là, ils n'ont pas de problème, ils l'ont. C'est-à-dire qu'on sélectionne comme ça, on ne sélectionne pas, on consensualise, on tue l'innovation. Alors que avoir un théâtre et les moyens de fonctionner, c'est ça qui invente. Ce n'est pas les comités Théodule. Voilà. Bon, alors face à ça, ben, moi je continue de râler. Je participe à des choses qui me semblent être des chemins d'espérance. Je pense par exemple au FIDEP, le Festival de caricature de l'Estac. C'est quoi ça? C'est un artiste, un Algérien, qui a fui son pays quand les barbus, les fous, les démons ou les voyous qui tentaient de décrire un islam réduit à leurs petites exigences. Et donc vient en France, il est dessinateur,
Et il trouve à l'Estac un écho pour inventer un festival. Ils inventent un festival caricature qui est porté par son projet et par un ensemble de bénévoles. Et le FIDEP se développe. Alors, dans les soutiens au FIDEP, il y a Guédiguian, Richard Martin, Philippe Fouquier. Mais cette invention d'un quartier, l'invention d'un quartier, c'est-à-dire cette décentralisation dans la ville, de la capacité d'inventer de la création, je trouve que c'est un magnifique défi au rouleau compresseur qui réduit la culture à une catégorie marchande. Bon voilà, se définir là-dessus. Alors, juste dire que l'insurrection, j'y crois beaucoup. Je viens de signer un éditorial pour le FIDEP dans lequel je dis créer, c'est résister. On va commencer avec un quart d'heure de retard. Si mes comptes sont bons, bon, on va quand même continuer encore un quart d'heure. Dans ce quart d'heure, il y a deux choses l'une. Ou le cas échéant, on donne le micro. Bon, on peut poser des questions, mais à qui? Peut-être aux quatre à la fois, je ne sais pas. Mais j'avais quand même envie de prendre un court moment pour demander à chacun, si c'est possible, comment il a entendu ce qui a été dit par les autres. Parce que dans notre affaire, il y a ce que chacun, s'il y a un peu d'insurrection dans la situation de chacun, est-ce qu'il a l'impression de partager ça avec ceux qui sont à la tribune, et peut-être pas seulement ceux qui sont à la tribune. Alors, Mariam, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut répondre à brûle pour point à cette question? Ce qui s'est dit à la tribune, comment vous l'avez entendu? Merci. Ben, j'ai entendu, c'est vraiment brûle pour point là. Je l'ai entendu comme j'ai écouté madame et deux autres intervenants, comme une colère. Il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que les gens rentrent dans un métier et c'est une douleur, je pense, qu'on doit tous ressentir. Et en même temps, on gère des choses qui sont antinomiques, c'est-à-dire qu'on a un désir de faire quelque chose, et votre témoignage m'a beaucoup touché justement, et puis en même temps on s'aperçoit qu'on fait partie d'un rouage, c'est surtout valable pour votre intervention, et que c'est le même problème que je me pose parfois, c'est que je me dis, on a des attentes de ce que tu fais, puisque tu es enseignant, il y a une espèce de cahier des charges, je supporte plus le vocabulaire, je vous le dis, c'est vraiment... Parfois je parle, il me vient la gerbe, quoi. Et en fait, on me demande de faire ce qu'on appelle des progressions, par exemple pour moi en français, avec un chronométrage. Vous parliez de 8 minutes pour prendre une douche. Ben moi, par exemple, si le spectatrice vient, il doit y avoir écrit 1 minute 20 secondes. Je l'ai vu sur la progression d'une collègue qui a été félicitée d'ailleurs. 1 minute 20 secondes, les élèves s'installent, 2 minutes, présentation du texte. Moi, je me disais, mais si quelqu'un te pose une question, tu vas parler plus que 2 minutes, c'est un con ce système. Et donc, là, ce que j'ai entendu autour de moi, c'est Philippe Fouquier, vous avez parlé des dossiers. Comme j'ai une troupe de théâtre aussi, j'ai voulu monter un dossier. Alors, avec le conseil régional, je demande une subvention pour pouvoir payer le metteur en scène qui intervient dans mon lycée. Moi, je donne des cours, j'écris la pièce, et puis on la joue ici. Alors, on la joue ici, c'est Richard qui me l'offre. Et pour payer le metteur en scène. Et une année, j'ai tellement craqué, je savais que les dossiers n'étaient pas lus. Au milieu, j'avais mis une phrase stupide avec le mot dromadaire. J'avais fait un pari. J'avais dit, je vais mettre le mot dromadaire dans ma phrase. Et bien, le dossier, il est passé. Mais c'est vrai, je vous promets. Et en fait, j'avais écouté la conférence de Franck Lepage avant. Et c'est vrai, c'est exactement ce qu'il dit. Tu prends des mots, tu les pioches, tu les remets. Ça leur plaît. C'est une sonorité. En fait, je lisais la phrase dans la salle de bain. Tout le monde, je disais, ça sonne bien, ça ne veut rien dire. Et puis, étymologiquement, la phrase ne voulait rien dire. Mais ça leur a plu, on a eu la subvention, on ne va pas couvrir tous les frais, mais voilà. Et voilà, et vous avez Kevin, c'est ça. Ah mais c'est ignoble, les gens ils vivent dans un immeuble, ils tombent quoi. C'est les gueux, il n'y a pas d'autre mot quoi. Ben oui, donc je comprends ce qu'ils vivent et puis parfois, enfin, je veux bien être révoltée, c'est bien, mais c'est 30 ans je suis révoltée, j'en ai un peu marre quoi. Donc faut que ça change, il faut continuer à se battre et
Ce que j'en pense, déjà venez ici le 13 septembre, ça serait bien, parce que moi je vais accompagner Richard, ça arrive pour la fin, et je lui dis, dans ce théâtre, ça a changé la vie au moins d'une trentaine de jeunes avec qui je bosse. Donc, nous on mène tous des luttes au quotidien, mais venez soutenir celles qui se jouent au Tourski aussi. Merci, Maria. Almas, quelle question? Moi, vous avez ressenti plutôt ce qui s'est dit à la tribune par les 3 autres témoins. Je crois que, en fait, nous faisons tous Nous essayons tous de travailler, de faire des choses alors qu'il y a un système qui nous domine. En fait, tout est petit à petit organisé, tout déshumanisé, que ce soit l'éducation, l'habitat, la culture. En fait, tout est calculé pour que, en fait, certaines personnes gagnent beaucoup plus d'argent et que, au détriment de beaucoup de gens, que ce soit des familles, des résidents, des personnes âgées. En fait, petit à petit, notre société, elle perd son humanité. Moi, forcément, quand on pose ce genre de questions, on a tous envie de dire qu'on est hyper touché par ce que les autres vivent et qu'on est solidaire les uns des autres. C'est absolument certain. Mais je vais jouer un peu l'autre rôle, celui d'être un peu plus pessimiste. C'est que Philippe a parlé du FIDEP tout à l'heure. Les stagiaires de Marseille vont être présents au FIDEP, par exemple, pour un événement de soutien le 27 septembre, c'est ça ? La lutte des EHPAD, de l'éducation, etc., c'est des choses qu'on connaît, qu'on les a suivies, et pourtant on ne se connaît pas. On n'a pas de pratique commune, en fait. On se croise là à une tribune, et après, moi je sais que je peux rejoindre la marche des habitants de Maison Blanche et je vais pas avoir le temps de discuter avec vous. On n'a pas de contact commun très clair. Ce qui est difficile, quand je parlais tout à l'heure de la possibilité de faire des coalitions larges ou venant de plein de métiers différents, de couches sociales différentes, mais partageant un intérêt commun à changer cette ville et ce monde. Ce qui est difficile, c'est qu'on est très nombreux et on vient de cultures très différentes. De culture au sens, pas être maghrébin, français, je sais pas quoi, de culture au sens de notre pratique du social, du quotidien, de notre vie de quartier, sont extrêmement différents. Notre façon de nous exprimer politiquement est extrêmement différente, notre façon de nous mobiliser est extrêmement différente. On n'a pas forcément de lieu commun très régulièrement. S'il y a bien un truc que j'ai appris dans les 10 mois de mobilisation qu'on a vécu avec les copains de Noailles et tous les évacués de Marseille, c'est qu'à force de rencontrer ceux qui sont en face, c'est de me rendre compte, je le savais théoriquement, mais vu que je les fréquente pas, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais saisi en pratique, c'est de me rendre compte à quel point eux en face, ils se connaissent bien. C'est très con, j'ai un truc très con, mais ils se connaissent bien, ils sont très peu nombreux, et c'est un tout petit milieu. On l'a vu avec les élus qui ont été épinglés par la presse locale pour être des marchands de sommeil, on a vu qu'ils appartenaient à cette classe de propriétaires, très concrètement, qu'ils avaient des réseaux entre eux. Et il y a pas, début juillet, on est parti faire chier Martine Lassalle, pour le dire simplement, au Yachting Club de la Pointe Rouge. Alors vous retrouvez là-bas, on avait essayé de bien s'habiller pour faire une sorte de happening, type de manif de droite. C'était un échec total. On est incapable de bien s'habiller comme eux, ils savent bien s'habiller. Enfin, je sais pas si ça veut dire d'ailleurs, en fait, pas très joli. Mais je disais tout à l'heure, ils sont en tout petit groupe, ils se connaissent extrêmement bien. On voit, il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent écouter Martine et qui se connaissent très bien, qui se ressemblent tous, bien plus que nous on se ressemble, en réalité. Et quand on parle de ségrégation, on dit tout le temps que c'est les pauvres qui sont ségrégés, mais les riches sont extrêmement ségrégés entre eux aussi, quoi. Et il y a un mépris profond chez eux. On s'est à un moment donné retrouvé en conflit avec un militant LR, c'était absolument très violent, il est venu nous gueuler dessus. Ça faisait 3 fois déjà qu'il venait, c'était un pote des élus, ça se voyait, il leur faisait la piste, etc. Ça faisait 3 fois qu'il venait un peu nous faire chier. Et à un moment donné, il nous regarde en face comme ça, alors que c'était très très calme, on discutait avec des élus tranquillement, et il vient nous dire, mais
toute façon, vous faites chier, vous râlez pour rien, il n'y a qu'un seul immeuble qui s'est effondré, tout va bien. Je vous raconte pas le coup de colère, en plus une des militantes qui était là était une des amies des victimes, je vous raconte pas la difficulté d'entendre ça. Bref, tout ça pour dire que face à un petit groupe d'entre eux aussi méprisants, aussi auto-convaincus, qui ne laissent jamais place au doute, moi je trouve que nous on laisse beaucoup de place au doute et c'est tant mieux. On se pose plein de questions, on fait des grandes conférences pour se poser des questions et on a bien raison. Face à un petit groupe comme ça, il faudrait qu'on se connaisse beaucoup mieux. Quand on a fait les États généraux de Marseille en juin, c'était la tentative, on a réuni 70 collectifs, associations, syndicats, tentative de se connaître mieux. C'était 2 jours, 3 jours, pendant lesquels on s'est parlé, il y avait une ambiance familiale, on mangeait des sandwichs, on buvait des cafés, on discutait. La plupart des gens allaient quand même à la moitié des ateliers, mais c'était pas grave. Il y avait une famille qui se réunissait, une famille de gens qui se connaissaient pas. J'ai étonné du nombre de gens que je ne connaissais pas, mais avec qui j'avais une facilité à leur parler. Parce que je savais que c'était des gens qui avaient été là dans les manifs de soutien à Noailles ou dans d'autres manifs, et on avait cette émotion commune-là. Et ça, c'est ça qu'il y a à construire, parce que c'est notre seule chance de se connaître et d'être solide face à eux. Merci, bonne question. Vous savez, la phrase de Virginie Despentes, je connais beaucoup de riches, ils savent très bien qu'il y a des pauvres, mais ils s'en tapent. C'est encore plus qu'ils s'en tapent. Oui, c'est toujours intéressant de découvrir la culture du travail des gens, le savoir de leur métier. C'est toujours passionnant parce que c'est toujours une découverte. Et ça, je suis très ému de vous avoir entendu, mais de sentir la manière dont cette intelligence circule chez les gens, mais comment c'est possible de ne pas les écouter, quoi. Et puis je voudrais dire aussi que les États généraux, c'est peut-être un petit peu un écho à l'appel des appels, je ne sais pas, Roland sera peut-être pas d'accord, mais c'est justement dans cette dispersion dont tu parlais, l'appel des appels était une intuition assez géniale, et moi, quand j'avais vu ça, j'avais bondi dessus, parce que cette manière de poser la question, enfin, arrêtez de vous disperser, quoi. Et bon, c'était pour finir sur un petit coup de chapeau à l'appel des appels. Coup de chapeau, bienvenue. Alors, je ne sais pas si les autorités compétentes nous accordent encore 5-10 minutes pour qu'il y ait au moins 1, 2, 3 questions, mais questions brèves avec réponses brèves. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bon. Alors, dans la salle, il y a des micros, je crois. Vous avez compris la règle du jeu. Il faut être très bref pour que ceux qui pourront vous répondre aussi vous répondent de façon concise. Voilà, je cherche le mot concise. Alors à vous. Le filmeur demande la parole. C'est bien ça. Allez, merci. Oui, il y a un gros problème que tout le monde vit actuellement, c'est le changement climatique. Et il y a un certain nombre de gens, des associations comme Extension Rébellion, par exemple, qui prônent la désobéissance civile non violente. Est-ce que, dans le cadre de l'appel des appels, vous pouvez prôner la désobéissance civile non violente? On a une question ici. Ici. Bonjour. Je voudrais poser une question à Kevin Vacher sur la question sur 2 points, sur la question de mobilisation collective qui a existé insurrectionnelle qui existait à Marseille. Puisque tu avais l'insurrection, qu'on dit qu'il y a eu une insurrection à Marseille dont j'ai vu des choses, c'est de savoir quelles en étaient les suites et est-ce qu'il y avait. Comment s'arrête c'est fini, est-ce qu'il en reste, etc. Le deuxième point, c'est que vous avez dit que vous avez eu des problèmes par rapport aux élus qui parlaient à votre place. Et qu'est-ce qui s'est passé plus précisément? Parce que par rapport à politicien professionnel de gauche, en quoi la parole a-t-elle été confisquée et par rapport à quel genre de phrase? Merci. Oui, cette fois est la même. Moi aussi, je fais partie de collectifs dans l'éducation de France et on a amené la grève des lycées, mais vous parliez d'auto-organisation, on va parler cet après-midi en lien avec la question qu'attendez-vous de l'appel des appels. Je pense que c'est par l'auto-organisation et par la prise de pouvoir politique aussi. Enfin, moi,
ma croyance, c'est aussi qu'on peut encore transformer les choses politiquement d'ici à... il y a les municipales qui vont tomber bientôt. Hein. Que pensez-vous, enfin, quelle action vous parliez de vous réunir? C'est vrai que vous disiez les gens autour de la table, vous ne les connaissez pas, il faut que ces auto-organisations réussissent à dépasser le cadre. Alors, il y a une question commune sur le vivre ensemble qui est revenu de par les catastrophes qui sont arrivées et la réponse minable des autorités de Marseille notamment, mais cette auto-organisation et ce vivre ensemble et ces savoirs et ces savoir-faire, les compétences de chacun sont, à mon avis, la clé pour s'en sortir. Et ne lâchez pas, ne lâchons rien et poursuivons le mouvement. Soyons obstinés. Merci. Une question ici. Oui, bonjour, je suis français, mais je vis en Suisse. Mes enfants sont suisses. Quand j'ai dit à mon fils de 15 ans que j'allais à Marseille, il m'a dit « Oh, mais c'est génial !» et il m'a parlé pendant plus d'1 heure des quartiers nord. Il est fasciné par les quartiers nord, il ne connaît absolument pas les quartiers nord, mais à travers Internet, les youtubeurs, etc., il sait des choses absolument incroyables. Je ne vais donc pas vous en parler, bien sûr, mais il est évident que dans ces quartiers, et au niveau de la jeunesse, il y a un réseau absolument effarant alors au-delà du trafic, mais évidemment le trafic joue un rôle énorme. Il y a un tourisme, disons, du trafic. Ils font venir des jeunes de Belgique, de Suisse, etc., pour passer l'été dans les quartiers nord, pour gagner de l'argent, comme pointeurs, etc. En termes d'insurrection, qu'est-ce que ça vous fait? À quoi vous pensez, vous? Parce qu'évidemment, vous parlez de la confrontation de la culture, au fond, de la grande culture, mais cette culture-là, elle existe aussi. Donc, comment ça se traite à l'intérieur d'un lycée, quoi, ce rapport entre cette hyper-conscience économique, cette hyper-conscience qu'on est un groupe, qu'on est des jeunes, qu'on est international, et puis ce que vous nous avez exprimé, c'est votre espoir, effectivement, que la culture était un moyen, au fond, d'émancipation. Donc mon fils, 15 ans, suisse, qui n'a pas de problème d'argent, qui n'a pas de problème... du point de vue de la culture, de la musique, de l'écriture, du rap, etc., il a 50 ans d'avance sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une véritable culture en marche, qui fonctionne très bien au niveau international, etc. Comment vous réagissez à ça, sur le terrain? Cette culture qui existe, est très puissante économiquement, qu'est-ce que vous en faites, voilà, au moment où vous faites tout? Rien. Alors, votre fils, déjà, si vous voulez, je l'accueille et je l'emmène pendant 1 semaine dans les quartiers nord. Et... Alors, s'il y a des gens qui habitent les quartiers nord, ce que je vais dire, c'est pas une mise à l'index des quartiers nord. Moi, j'y habiterai pas. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'heure actuelle, j'y habiterai pas. Parce que quand j'ai pris mes fonctions, en 91, dans la rue de mon lycée, il y avait un marchand de journaux, un marchand de légumes, un boucher et un petit poissonnier. À l'heure actuelle, au bout de la rue, il y a un réseau, et pas un réseau social, un réseau de drogue. Et donc, quand parfois j'arrive le matin, je vais voir à la rentrée s'il a été délogé ou pas. Je vois un mec sur un fauteuil avec des tatanes et des chaussettes. Donc, je suis très... Enfin, il y a une espèce de folklorisme parfois. Alors, on nous dit, parfois, il y a beaucoup de talents. Oui, il y a des talents. Il y a des jeunes, ils n'ont pas accès à la culture, ils ont envie de dire des choses. Et en plus, ça, il faudra aussi dire à votre fils, c'est que, par exemple, j'ai un élève, il prenait cours de théâtre avec moi, ça fait 4 ans qu'il joue avec moi. Et une fois, je le ramenais, il habite dans une cité qui s'appelle les Oliviers. Les Oliviers, c'est une cité quand même où il y a pas mal de drogue qui circulent. Et un jour, il m'a dit non, il ne faut pas me ramener parce que ça commence à parler. C'est-à-dire que si le gars avait fait du rap, vous avez prononcé le mot, j'ai rien contre le rap,
c'est pas ça la question. Mais c'est que si le gars avait fait du rap, ça n'aurait pas posé un problème. Le fait qu'il fasse du théâtre, déjà, ses collègues lui disaient « Oh mais tu es un PD, toi, tu fais du théâtre. » Voilà. Donc il faut quand même prendre conscience qu'il y a des talents dans les cités. Ça fait 30 ans que je pratique ça. Donc il y en a, mais il y a aussi beaucoup de bourreux. Mais quand je dis bourreux, c'est parce que c'est le système qui les a rendus comme ça. Donc, alors le rap, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des petits groupes qui font du rap. Je leur disais, j'avais envie de bosser avec eux. Je leur disais, ouais, mais bon, ta phrase, elle ne veut rien dire, là. Je sais bien qu'il y a la révolte, mais elle ne veut rien dire. Il y a 14 gros mots, la phrase, elle n'est pas construite, ça ne va pas. Donc, ce que j'en fais, moi, déjà, c'est que j'essaye de survivre avec eux et d'aller vers quelque chose de poétique, mais qui ne soit pas chiant non plus, parce que c'est ce qu'on leur dit, la culture, c'est chiant. La chose que je peux vous dire, c'est que je suis dans un état de désert. Quand il y a eu les attentats de Charlie, j'ai voulu acheter, c'est là que j'ai pris conscience, j'ai voulu acheter la presse. Et je me suis aperçue que je travaillais en face de Parc Billou pour trouver la presse nationale. Il a fallu que je prenne ma voiture et que j'aille jusqu'à l'Estac, soit 6,5 km avant de trouver un endroit qui vendait un journal national. Et ça, voilà, on a parfois une image de... Moi j'essaie de... C'est terrible. Moi, je trouve franchement, habiter des quartiers, je trouve que c'est terrible. Même s'il se passe des choses chouettes, il y a des gens qui luttent et tout. Mais il y a des rats comme ça devant le lycée, il y a des poubelles, je veux dire, je vous dis vraiment mon ressenti, quoi. Je ne vais pas vous dire, ah non, c'est génial, il y a des talents. Oui, non, mais oui, à l'Estac, oui, c'est un quartier un peu bobo, très cher, oui. Mais ailleurs, qui veut de nos jours déménager de la rue Sèvres pour aller s'installer au Rosier, quoi? Le mec est suicidaire. Voilà. Après. De Suisse. Pardon. De Suisse au quartier des Genève. Ou de Suisse, oui, bon. Peut-être trop. Bon, voilà. Donc, moi, ce que j'essaie de faire aussi dans mon action artistique, parce que là, c'est plus en tant qu'enseignant, c'est de lutter contre les constructions intellectuelles des jeunes, en leur expliquant que. Vous avez parlé du rap, ça m'a vraiment interrogé. C'est que la première fois j'ai monté un projet de théâtre, j'ai dit qu'il y aurait des passages musicaux. J'allais rencontrer un élu qui m'a dit « Ah, vous allez leur faire du rap ». Et ça m'a mis furieuse. Je leur ai dit « Eh bien alors parce qu'ils s'appellent Mohamed, Karim et tout, ils vont forcément faire du rap ». C'est ça en gros, vous me dites. Voilà. Donc mes jeunes sont porteurs de culture, parce qu'ils écoutent la musique, ils vont au cinéma et tout. Mais moi j'essaye de les emmener vers d'autres ailleurs. Et après, on reviendra à la culture qu'ils ont autour d'eux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, maintenant je dis ce que je pensais. Oui, c'est pas tout à fait une question, mais c'est pas grave. Déjà dire que les 4 intervenants, vraiment, ça me nourrit, ça me fait du bien, ce que vous dites et comment vous le dites. Puisqu'on est dans l'insurrection, j'ai déjà pris la parole hier, je la reprends aujourd'hui. Ça a commencé en Pologne en 2016, puis en Argentine, et puis en Espagne l'année dernière. Elles étaient 5 millions à Huelga Feminista, c'est-à-dire la grève du 8 mars, pendant 24 heures, grève féministe. Et ça va continuer en France. Cette année, la mobilisation va être beaucoup plus importante, avec les moyens qu'on a, qui ne sont pas vraiment ceux qui sont les médias, mais tout de même. Et ces grévistes, elles ont réactivé les origines ouvrières et socialistes du 8 mars. Ça, c'est important de le dire. Et pourquoi cette grève? C'est pour montrer le rôle indispensable joué par le travail non rémunéré et genré dans la société capitaliste. Alors évidemment, le 8 mars, cette année, journée internationale pour les droits des femmes, ça tombe un dimanche. C'est embêtant parce que le dimanche, ce sont surtout les jeunes qui travaillent et les femmes d'origine, on va dire, étrangère. Mais on va voir comment on va faire pour s'organiser et montrer comment le capitalisme opprime les femmes. Voilà. Donc ça, c'était l'insurrection du jour. Et j'ai lu en partie le livre qui est vendu ici, Féministe pour les 99%. Si vous avez envie vraiment de savoir pourquoi la grève générale du 8 mars et pourquoi pas tous les jours de l'année. Merci. Oui, brièvement alors. Ouais, je réponds brièvement à la question qui m'a été posée sur... il y avait 2 questions.
La première question, qu'est-ce qu'on reprochait comme discours aux élus, etc. En fait, c'était pas ça le propos, c'était pas ce qui a été dit en soi, c'est le nombre de discours qui ont été tenus sur l'événement. C'est-à-dire que dès le premier jour, et ça c'est un vrai questionnement, c'est lié à autre chose après, c'est que c'est un vrai questionnement sur quand il se passe quelque chose, le fait de ne rien dire est peut-être des fois la solution. Et quand tous les élus, y compris de gauche, ont dit des choses très justes, mais on dit beaucoup, bah, ça empêche d'autres voix de s'exprimer. Et ça c'est un des principes, moi j'ai milité dans l'éducation populaire, politique pendant des années. C'est un des principes qu'on connaît, quand on connaît un petit peu ce milieu, c'est de laisser le temps de parler. Et en fait, dans des tels drames, dans des quartiers populaires qui n'ont pas forcément l'habitude et des cas d'expression légitimes pour s'exprimer, parce que les gens s'expriment par contre, c'est juste qu'on ne les entend pas, c'est à mon avis fondamental. Donc c'était plus la pesanteur du nombre de discours qui étaient produits sur ce qui se passait qu'en soi ce qui a été dit particulièrement. Et j'en viens à un deuxième point sur qu'est-ce qui reste. Je pourrais parler pendant une demi-heure de qu'est-ce qu'il en reste de tout ça. Juste un exemple. Il en reste que le 6 novembre, moi j'ai rencontré Naher et Abdou, qui sont des militants du collectif de Maison Blanche, qui sont venus tout de suite aider, avec lesquels on a construit tout ce parcours de mobilisation, les États généraux de Marseille ensuite au mois de juin, et le 24 août, il y a eu l'incendie à Maison Blanche. Ça a été extrêmement spontané qu'on aille se retrouver. Et ça, c'était extrêmement important quand je parlais des pratiques politiques communes, c'est très très important. Il y a plein de gens qui, de manière très fine, dans les hôtels de classe moyenne ou de classe populaire, se sont parlé dans des hôtels et se sont rencontrés et ont commencé à tisser des solidarités. Des militants qui se sont rencontrés en étant dans ces mobilisations-là, qui ont tissé des solidarités. Aujourd'hui, ce qu'il en reste en termes de victoire sociale, pas mal de choses. On a gagné beaucoup de choses. On a gagné la charte du relogement au mois de juin qu'on a imposée aux élus. On a fait voter le conseil municipal à l'unanimité sur ce document. On a fait avancer des dossiers. Malheureusement, ce document n'est pas appliqué, ou sinon 20% on est appliqué. Même des éléments de droit ne sont pas appliqués aujourd'hui. Donc évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a pas gagnées aujourd'hui. On a amélioré la situation concrètement, mais surtout, on a gagné des forces entre nous. Je conclurai juste cette petite note, c'est que la manifestation de Maison Blanche est en train de passer, vient juste de passer à côté de nous. Et entre un pote de midi et deux, si certains veulent manger en marchant un sandwich, rejoindre un petit peu la manifestation et puis ensuite revenir, là ils arrivent à Place Cafou dans pas très longtemps je pense. Et voilà, c'est là que c'est ce qui reste, c'est que là il y a une grande marche avec tous les quartiers sur la question du logement qui se construit et un an plus tard on est toujours là. Vous avez compris qu'on pouvait poursuivre comme ça toute la journée et on ne s'ennuierait pas. Alors, je crois que Almas a envie de dire juste quelques mots et Philippe aussi, puis après on arrêtera. Moi, je voulais juste dire un mot sur la question du caméraman qui a dit est-ce que ça serait pas bien qu'on fasse une désobéissance civile pacifique, non violente. Moi, je dirais oui, parce que si on attend que les choses changent d'elles-mêmes, par les hommes politiques et le système, ils ne changeront jamais. Quand on attend que les puissants, ceux qui détruisent l'environnement, ils financent les députés européens, les partis politiques, il ne faut pas s'attendre que les solutions viendront de eux, puisque tous les jours on apprend que ceux qui essaient de faire quelque chose, récemment j'ai entendu à la télé qu'un maire qui avait interdit les pesticides à moins de 150 mètres des habitations allaient être jugés et condamnés. Moi je crois qu'on doit faire des choses parce que les politiques, eux, ils sont pour les discours, mais réellement ils n'essayent pas de changer les choses. Si on attend que ça vienne d'eux, ça ne changera jamais, quoi. Surtout qu'eux font partie du système et ils sont financés par des lobbies qui détruisent l'environnement. Juste pour continuer la réponse à monsieur, et puis parce que c'est ce lieu ici, et que je vois là-bas la chouette de Armand Gatti, la sculpture qu'elle a, qui est encore toute fraîche, là, elle a plus de 20 ans. Et non, un des grands projets fondateurs de la Friche a été le projet d'Armand Gatti, qui s'appelait Marseille dans quoi, qui travaillait sur l'histoire de la déportation marseillaise du Vieux-Port. 70 stagiaires de tout horizon, plutôt défavorisés, et beaucoup de monde. C'est, je crois,
un phénomène théâtral unique dans le monde occidental, en tout cas, pour une durée, 19 plateaux, 19 scènes, ça s'est terminé ici d'ailleurs, au Toschi, et ce travail avec la population. Et Gatti, il allait voir les gens, quel que soit le milieu, s'en foutait, et il commençait par développer un travail sur qui je suis, à qui je m'adresse. Et partant de là, parce qu'il disait que la culture, c'est vraiment la chose dont ils étaient le plus privés, partant de là, il remontait jusqu'à parler ses propres textes. Et c'était toujours fascinant de voir comment ces gens qui ne venaient pas de milieux très cultivés avaient complètement assimilé et rendaient le texte de Gatti, qui ne sont pas des textes faciles, ce sont des textes étonnamment fabriqués, construits. Et donc c'est ce chemin-là qui était fait, c'est-à-dire qui je suis, à qui je m'adresse et où je vais. Et c'est ce chemin sur lequel travaillait ce grand artiste qui a été un des cofondateurs de la Friche. Voilà, alors, figurez-vous que j'ai commencé, je me suis permis d'ouvrir par une citation de Jaurès. Eh bien, je l'ai fermée aussi comme ça. Ne vous inquiétez pas, elle est courte. Hein. Le camarade Jaurès, il dit l'histoire nous enseigne la difficulté des grandes tâches, la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Voilà. Donc,